Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, c'est notre dernier chapitre de notre activité 6 et de notre programme pour le programme tout simplement de GRCF. Ce chapitre 16 va nous donner enfin le volet international à vos missions avec évaluer et suivre les risques liés aux échanges internationaux. Alors sans trop rentrer dans le domaine du BTS Commerce International, vos camarades vont vraiment voir tout l'aspect international qu'une entreprise peut avoir. Nous allons aborder des notions, en tout cas pour pouvoir comprendre de quoi il retourne et éventuellement pouvoir avoir des échanges avec justement ces camarades-là. Et l'intérêt aussi, c'est que, comme vous le constatez, un article de 2019, l'international vrai enjeu pour les PME, sachez que la France essaye à tout prix que ces PME exportent de plus en plus à l'étranger. Nous sommes d'ailleurs assez en retard par rapport à d'autres pays et surtout notre balance extérieure entre nos importations et nos exportations est négative. On importe beaucoup plus qu'on exporte, donc on encourage très fortement les PME en France à essayer de trouver des nouveaux marchés à l'étranger. Donc, éventuellement, vous allez peut-être arriver dans une entreprise qui exporte déjà ou qui souhaite exporter. Et sachez que généralement, donc comme je vous disais, cette volonté de l'État français de faire en sorte que ces PME puissent exporter a un certain nombre d'acteurs à mettre à disposition justement des entreprises pour qu'elles puissent justement développer leur activité à l'étranger. Les principales sont les suivantes: la Chambre de commerce et d'industrie internationale, Business France et BPI France, qui à la base avaient des activités relativement différentes, même si c'était toujours lié au conseil à l'international. Et depuis en fait tout simplement l'année dernière, ces trois organisations vont créer ce qu'ils ont appelé la Team France Export. Cette Team France Export est évidemment une équipe d'experts qui vont pouvoir justement conseiller les entreprises dans leur activité à l'exportation. Dans chaque région, ils ont donc une agence. Donc il existe également l'agence Outre-mer pour pouvoir accompagner les entrepreneurs ultramarins pour exporter. Sans rentrer de trop dans le détail, ce sont dans ce site web teamfranceexport.fr que l'on va pouvoir retrouver beaucoup d'informations. Évidemment, il faut faire appel à ces experts pour avoir tous les détails, mais il y a déjà énormément d'informations, tout comme tout simplement élaborer son offre à l'exportation, parce que vous doutez bien que les besoins des consommateurs d'un pays à un autre sont différents, ne vont pas répondre de la même manière, donc il va falloir adapter ou créer une nouvelle offre directement dans son pays pour pouvoir également le distribuer, parce que euh, les filières ne vont peut-être pas être de la même, ne va pas se faire de la même manière en tout cas que dans notre propre pays. Nous allons voir également les exportations, cela fera partie de notre cours pour un grand 4, etc. Jusqu'à se lancer, trouver un réseau sur place pour relancer donc son équipe, bref, tout un tas de conseils que l'on retrouve également en vidéo. Parce que la Team France Export possède tout un panel de vidéos qui sont disponibles sur une chaîne YouTube qui reprend justement les différents points qui étaient juste avant, comme l'étude de marché, distribuer son produit, que vous avez donc ici. Donc c'est une vidéothèque et une source d'information très intéressante pour toutes les entreprises et vos responsables qui sont tournés justement vers l'export. Dernier élément que l'on peut retrouver qui est très d'actualité, par rapport à leurs 65 pays dans lesquels ils travaillent, eh bien, ils conseillent justement l'impact économique à l'heure actuelle du Covid par rapport justement à tout un tas de critères. Donc ils vont vous conseiller également, ils peuvent conseiller les entreprises qui travaillent avec certains de ces pays par rapport à la crise sanitaire actuelle. Par exemple, en cliquant sur un pays tel que l'Argentine, vous avez un certain nombre d'informations qui restent le plus actualisées possible, avec est-ce qu'ils sont confinés, les différentes ouvertures par rapport aux marchandises ou encore aux personnes, etc. Est-ce que l'économie est soutenue? Bref, toutes les informations qui sont intéressantes à connaître
si je veux ou si je suis en train d'avoir du commerce, en tout cas d'avoir de l'exportation dans ces différents pays. Et il y a également un autre acteur très important qui est la COFAS. La COFAS, elle est beaucoup plus sur tout ce qui est les assurances, parce qu'on va voir un petit peu plus tard qu'il y a un certain nombre de risques justement liés à l'exportation, et la COFAS va nous permettre de nous couvrir par rapport à ces différents risques. Mis à part ça, elle communique également beaucoup sur certaines évaluations, un petit peu comme la Team France Export, mais voilà, ça va compléter. Il y a également beaucoup plus de pays qui sont concernés, en tout cas où la COFAS a en tout cas des intérêts. On vous parle là de 161 pays. Et on a même des aspects un petit peu plus justement des risques sectoriels. Donc on peut retrouver par rapport à certains secteurs d'activité, on va vous conseiller des zones géographiques ou plus précisément des pays pour vous expliquer est-ce que il y a des risques par rapport à des exportations dans ces domaines-là, dans ces zones géographiques-là. Donc je ne rentre pas plus dans le détail que ça pour ces informations, on va directement passer au grand 2, connaître les risques à l'international. Donc il y a un certain nombre de risques, on va commencer par tout simplement le risque pays. Chaque pays va avoir un certain nombre de risques que l'on va évaluer pour pouvoir catégoriser ensuite les différents pays. Premier type de risque qu'un pays peut avoir, c'est le risque politique. Des pays tels que le Venezuela, avec la politique actuelle de Maduro, ou encore l'extrême droite de Bolsonaro au Brésil, ou encore tout simplement le Brexit, va entraîner un changement de vie politique très intense qui va automatiquement avoir un impact sur l'économie du pays et donc sur le marché dans lequel vous allez vous implanter avec vos partenaires. Typiquement, le Brexit inquiète énormément d'entreprises qui travaillent justement avec d'autres partenaires anglais. Le risque purement économique, à savoir des pays tels que la Grèce qui était encore pas en cessation de paiement, mais en tout cas avait de grandes difficultés à pouvoir rembourser ses différents emprunts. L'Argentine que j'ai cité précédemment parce que ça fait des années que leur économie a une inflation qui tourne autour de 50 à 60% par année. Et là encore, le Liban vient de décréter qu'il était en cessation de paiement, en faillite. Donc une entreprise peut faire faillite, mais un État peut également faire faillite. Et là, dernièrement, j'ai lu un article qui expliquait que le Liban appelait justement les familles à la rescousse. Il existe également dans les pays des risques juridiques, typiquement les États-Unis, où un pays va pouvoir se protéger avec tout un tas de normes pour empêcher justement certains produits d'entrer dans ce propre pays-là, avec éventuellement soit des interdictions, soit des droits de douane qui sont exorbitants de 100 à 200%, qui va doubler voire tripler le prix de votre produit sur le marché local. Et on a également des risques tout simplement géographiques, tels que la Guadeloupe, où je peux avoir des risques sismiques, des risques cycloniques. Et quand je décide de monter un grand hôtel, justement comme il se passe par exemple à l'heure actuelle à la Dominique, où je vais avoir de grands hôtels de luxe, et bien, en tout cas, il faut que je sache que ces risques sont annuels, sont réels, et il va falloir que j'en tienne en compte pour mes différents investissements. Je reprends justement la COFAS avec les 162 pays qui, eux, ont passé à la loupe. Et donc là, vous avez justement différents types de risques. Alors là, on est sur les risques d'impayés des entreprises avec une échelle relativement large. Et vous pouvez donc constater la réputation. En tout cas, évidemment, ça ne reste pas des réputations, je dirais, des clichés. C'est réellement basé sur des critères et des paramètres qui sont très très précis. Et on a donc différentes évaluations par rapport aux différents pays, en tout cas vers ceux où vos entreprises pourraient souhaiter exporter. Deuxième type de risque, le risque de change. Vous savez que quand je traite avec un pays étranger, il est possible que nous n'ayons pas du tout la même monnaie. Dans ce cas, première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la devise que je vais utiliser. Première possibilité, je vais utiliser ma propre devise, l'euro. Deuxième possibilité, je vais utiliser la devise du pays étranger du client ou du fournisseur.
À savoir, n'oubliez pas que dans mes échanges internationaux, je ne suis pas forcément là que pour vendre sur un nouveau marché, mais j'ai également des opportunités pour pouvoir acheter des nouveaux produits auprès de nouveaux fournisseurs. Mais j'ai également une troisième possibilité, à savoir une troisième monnaie, une monnaie de référence, à savoir le dollar. Deuxième question qu'il faut se poser par rapport à ce risque de change, eh bien, c'est évidemment à quel taux. À combien je vais pouvoir vendre en fonction de ma monnaie ou celle de mon client, mon fournisseur. Et ce taux de change, eh bien, on l'appelle le cours, c'est-à-dire le prix de cette devise par rapport à une autre devise. Peut-être que certains ont déjà eu l'occasion de voyager à l'étranger, et là on regarde justement, il y a des banques qui sont là pour pouvoir vous échanger vos euros contre des dollars, et là aujourd'hui, 1 euro vaut 1,09 $, relativement faible par rapport à des années précédentes, mais voilà, en tout cas aujourd'hui c'est le cours en tout cas du dollar par rapport à l'euro. Et là j'ai deux possibilités. Soit je prends le cours moyen à la date de l'opération, et je dis moyen parce que sur une seule et même journée, quand on va sur les marchés financiers, donc à la bourse, eh bien les traders échangent des euros et des dollars, ce qui fait que ça va avoir une influence sur toute la journée. Donc on va prendre le cours moyen de la date de l'opération, donc de ma vente ou de mon achat. Mais j'ai également une deuxième possibilité, à savoir que je peux choisir la moyenne des cours durant la période précédente. Je vais prendre soit sur une semaine ou plusieurs semaines, soit voire même sur un mois, et je vais prendre le cours moyen par rapport à cette période-là. Et donc ce taux de change, eh bien quels sont les risques? Eh bien il y a deux possibilités. C'est soit vous êtes gagnant, vous allez peut-être gagner plus d'argent, soit justement ça va être l'inverse, vous allez peut-être perdre de l'argent, ce qui fait que soit va y avoir une dévaluation du montant sur votre facture, vous pensiez gagner de l'argent et en fait vous allez être perdant par rapport à l'évolution du cours du marché, soit eh bien, ça va coûter beaucoup plus cher et dans ce cas-là vous allez perdre en compétitivité. Dans tous les cas, cela va avoir un impact sur la marge commerciale et la rentabilité. Le mieux c'est encore que je vous donne un exemple. L'exemple de 50 000 euros. Voilà, 50 000 dollars, pardon, que je vais donc vendre, ou en tout cas par rapport à un achat ou à une vente. J'ai deux possibilités. Imaginez que au 1er mai, 1er avril, pardon, 1 dollar, 1 euro, pardon, me coûte 1,2 $. C'est-à-dire que mon taux de change, c'est 50 dollars, cela va me rapporter 41 666. Et si je me rends compte que un mois après, le 1er mai, eh bien 7 euros me coûte plutôt beaucoup plus cher, à savoir 1,3 $. Si je fais la conversion en faisant une simple multiplication, eh bien cela me rapporterait 38 461 euros. C'est-à-dire qu'en un mois sur une vente de 50 000 dollars, eh bien je vais perdre 3 205 euros, ce qui n'est, vous vous doutez bien, vraiment pas négligeable, alors qu'on n'a que 10 cents en dollars de différence entre les deux montants, entre les deux cours. Et je vous laisse imaginer quelle incidence cela peut avoir quand Airbus vend des avions qui coûtent 440 millions de dollars. Donc là, vous comprenez bien que le risque de change est très très important parce que soit ça va avoir un impact, comme vous le constatez justement en reprenant le même exemple que celui-ci, je vais perdre de l'argent, soit ça va être également plus cher et dans ce cas-là, je vais perdre en compétitivité par rapport à d'autres concurrents tels que Boeing pour le marché de l'aviation. Là, justement, je vous montre des dernières années le différent taux de change entre l'euro et le dollar. Donc là, on est bien sûr évidemment des moyennes mensuelles, voire annuelles. Et là, vous voyez qu'on est même passé une fois en dessous de... En fait, le dollar était beaucoup plus cher que l'euro. Donc quand je vous parlais tout à l'heure simplement d'une différence de 10 centimes, là, vous voyez que bien clairement, on le voit. Ça a fluctué sur ces dernières années entre peut-être 0,8 et jusqu'à un peu plus de 1,5. Donc l'impact peut être vraiment très très important sur sa compétitivité ou sur sa rentabilité. Et de ce fait, par rapport à ce risque de change, comment se protéger? Eh bien là, j'ai plusieurs possibilités. Première possibilité, eh bien, tout simplement, je vais facturer en monnaie nationale. Voilà, je vends peut-être à un Américain, mais je vais lui dire, c'est toi qui vas endosser ce risque de change-là, c'est toi qui vas me payer mon prix en euros. Et là, au moins, vous êtes sûr de ne pas perdre en compétitivité, en tout cas surtout sur votre rentabilité.
Deuxième possibilité, eh bien, Macofast, que nous avons vu précédemment, eh bien, elle propose une assurance pour justement faire face à ce risque-là. Et on a également différents instruments de couverture offerts par les banques que l'on va voir un petit peu plus tard. Et le dernier risque que nous allons voir, eh bien en fait, nous l'avons déjà vu, le risque de crédit. C'est notre chapitre 7 où nous avons vu comment faire face, en tout cas comment évaluer le risque d'impayé par rapport à un client. Cela fonctionne exactement de la même manière avec un client ou un fournisseur à l'international. Donc dans notre grand 3, on va compléter un petit peu ce que nous avons déjà vu un petit peu précédemment avec le risque de change, à savoir comment couvrir les risques à l'international, donc les différents risques vus précédemment. Première chose qui existe déjà, eh bien, ce sont tout simplement les assurances. Je vous avais dit que justement la COFAS permettait aux entreprises qui décidaient d'exporter de se prémunir de différents risques comme le risque pays, le risque de crédit ou également le risque de change. Bien entendu, comme toute assurance, eh bien, c'est payant. Il existe également la facturage, on en a parlé juste précédemment dans le chapitre 15, où tout simplement il existe des sociétés qui, moyennant une commission, vont s'occuper d'aller récupérer l'argent. Donc, c'est elle qui va se charger de récolter cette créance si elle l'a jugée, bien évidemment, suffisamment rentable et non trop risquée. Mais voilà, en tout cas, c'est une société tierce qui s'occupe de ça. Troisième élément possible, ce sont les conditions internationales de vente. Nous, on connaît les CGV, conditions générales de vente. Eh bien, il y a également des conditions pour des échanges internationaux. Ça va être l'objet de notre grand 4. Et nous avons des moyens de paiement qui permettent de sécuriser les paiements. Le premier, vous l'avez à la page 309. Ici, en fait, il va y en avoir deux. Et la particularité, c'est que dans ce premier cas, ça part du vendeur. Le vendeur va émettre un contrat commercial et expédier donc ces différentes marchandises à son acheteur. Et en fait, il va envoyer tous les différents documents nécessaires à la transaction, à savoir une facture pro, les documents de transport, éventuellement donc des certificats. Et ces documents, il va les envoyer à sa banque à lui. Et sa banque va remettre ces documents à la banque de l'acheteur qui pourra justement le transmettre à celui-ci. Et au moment où l'acheteur va recevoir les marchandises, il va pouvoir faire ce virement auprès de sa banque qui le transférera à la banque du vendeur, qui le transférera directement au vendeur. Mais avec la remise documentaire, il y a également un deuxième moyen de paiement qui s'appelle le crédit documentaire, que vous avez à la page 310 schématisé dans votre manuel. Alors ce crédit documentaire, eh bien, c'est celui qui sécurise le mieux les règlements. Il est assez facile et reconnu, mais évidemment, ça reste un service que la banque vous offre. Il est donc relativement onéreux. Et donc là, contrairement à la remise documentaire où tout partait du vendeur, eh bien là, vous constatez que en fait, tout part de mon acheteur. Mon acheteur fait directement en fait appel à sa banque pour pouvoir le notifier à la banque donc du vendeur et qui pourra donc lui transférer directement cet argent. Bon, c'est un petit peu complexe. L'idée dans tous les cas, c'est de savoir qu'il y a des moyens de paiement spécifiques à l'international et libre à vous de vous renseigner, en tout cas au moment venu, pour essayer de comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ces différents moyens de paiement. Et pour terminer ce chapitre, et sans doute le point le plus important de celui-ci, les conditions internationales de vente appelées les Incoterms. Alors on avait déjà vu dans un chapitre précédent les conditions générales de vente appliquées sur le territoire national. Eh bien sachez que pour des ventes ou des achats à l'international, il va y avoir des conditions qui seront assez particulières. L'origine de ces Incoterms, c'est tout simplement que d'un pays à un autre, eh bien, on va avoir des pratiques commerciales ou encore des interprétations qui seront potentiellement différentes. Parce qu'un acheteur chinois ou un acheteur français ne va pas du tout raisonner de la même manière. De ce fait, l'ICC, la Chambre de commerce internationale, a donc créé ces Incoterms pour faciliter la vie entre acheteurs et vendeurs internationaux. Ces Incoterms sont révisés tous les 10 ans et à savoir que nous avons donc des nouveaux modèles pour l'année 2020.
L'intérêt, c'est donc de clarifier les contrats, que acheteurs et vendeurs sachent exactement sur quoi ils s'engagent, et donc éviter les litiges. Incoterms signifie International Commercial Terms. Vous pourrez avoir des renseignements beaucoup plus détaillés sur l'institution qui s'occupe justement de tout ce qui est import et export en France, à savoir les douanes. Toujours au niveau des principes, eh bien, l'idée est le suivant. J'ai un vendeur, un acheteur et un moyen de transport principal pour acheminer les marchandises. Sauf qu'en fonction de son éloignement, donc déjà le transport sera soit par voie ferroviaire, routier, transport aérien ou encore maritime, et entre les deux, il va y avoir un certain nombre d'étapes. Tout d'abord, il va y avoir le transport qui va partir directement de l'usine du vendeur vers le transport principal. Il va y avoir la douane dont je viens de vous parler, qui va donc demander des formalités et peut-être des taxes. Il va y avoir le chargement dans le transport principal, puis le transport principal qui peut prendre donc ces 4 modes de transport. Mais une fois arrivé dans le pays destinataire de l'acheteur, nous allons également avoir le déchargement, les douanes import et l'acheminement vers l'entreprise de l'acheteur. Et donc les Incoterms, c'est tout simplement définir très clairement les répartitions de deux éléments. Déjà qui paye, qui va payer les différents transports, les assurances, les douanes, les chargements et déchargements, et qui va être responsable des risques encourus par la marchandise. Donc à partir de quand l'acheteur va être responsable si au moment du chargement, du déchargement, on va imaginer au port de Jarry, un de mes containers tombe à l'eau, qui va être responsable. Afin de bien comprendre tous ces différents principes que je viens de vous évoquer, le mieux est d'aller voir une petite vidéo explicative qui définit très bien à nouveau ce que je viens de dire. Allez donc y jeter un petit coup d'œil. Pour continuer, on a donc une codification avec 4 groupes et en tout 11 Incoterms. Un Incoterm, c'est un sigle plus un lieu de transfert, à savoir le nom d'une ville. Par exemple, le premier groupe que nous avons, c'est le groupe E, où nous allons avoir un Incoterm de départ, tout simplement parce que ça va être l'acheteur qui va s'occuper d'absolument tout. Cet Incoterm, c'est le EXW pour Ex-Works, à l'usine. Et donc là, comme vous pouvez le constater, on a par rapport à donc ces différentes couleurs qui va prendre en charge le transport, le risque et l'assurance. Et donc là, on voit que le vendeur va tout simplement mettre à disposition dans son usine les différentes marchandises, prêtes à emballer et en tout cas être chargé. Et là, vous voyez que l'acheteur va devoir prendre en charge tout le reste. Si je continue, eh bien, je vais également avoir d'autres Incoterms. Cette fois-ci, je vais avoir le groupe F pour pouvoir préciser que le transport principal n'est pas payé par le vendeur. C'est donc l'acheteur qui va devoir s'occuper de tout ça. En attendant, j'ai plusieurs étapes. À savoir que j'ai un premier Incoterms, FCA pour Free Carrier, à savoir le franco-transporteur, où mon vendeur va s'occuper donc de préparer mes marchandises, l'acheminer directement vers l'endroit du transport principal et va même s'acquitter de l'export. Ça va être l'acheteur qui va s'occuper de tout le reste. Exactement suivant le même principe, sauf que vous allez voir qu'on va avoir des Incoterms qui seront spécifiques pour le transport maritime. Je vais avoir cette fois-ci ce qu'on appelle FAS, Free Alongside Ship, où là, mon vendeur va apporter mes marchandises jusqu'à, on va imaginer, le port de Jarry, où il va être prêt à être chargé sur le bateau. Donc là, si je suis en transport maritime, c'est donc FAS. Si je suis en transport routier ou tous les autres, je suis en FCA. Mais c'est exactement le même. C'est juste qu'on va en avoir certains très spécifiques pour le transport maritime, qui reste le transport principal dans notre commerce international. Et je vais en avoir un autre, toujours en transport maritime, où c'est toujours le vendeur qui va en tout cas se charger d'apporter ça le plus vers le transport principal, sans pour autant le payer. Là, on est sur Free on Board, donc c'est-à-dire sur le bateau, on va donc avoir le chargement qui sera payé par le vendeur. Troisième groupe d'Incoterms, le groupe C,
où cette fois-ci le transport principal est payé par le vendeur. Donc j'en ai un premier qui s'appelle CPT, Carriage Paid To, où je vais donc payer le transport principal, comme vous le constatez. Par contre, tout ce qui est lié au risque et à l'assurance, ça va être l'acheteur de devoir se débrouiller avec ça. Moi, en tout cas, je vais payer jusqu'au pays de destination. Le reste va être pris en charge par l'acheteur. Je vais avoir CIP, Carriage and Insurance Pay To, et vous allez voir qu'on va avoir un certain nombre d'Incoterms. On va avoir une des lettres qui sera I pour Insurance, qui précise tout simplement que c'est cette fois-ci l'acheteur le vendeur, qui va payer cette assurance-là. Donc là, on retrouve exactement le même coût payé, donc le même transport payé par mon vendeur, si ce n'est qu'il va payer l'assurance qui va couvrir le transport principal. Et au niveau maritime, toujours pareil, étant donné qu'on a des étapes supplémentaires, à savoir le chargement et le déchargement, et bien là on va avoir Cost and Freight, où mon vendeur va donc payer le transport principal, mais il ne va pas payer l'assurance. Par contre, c'est lui qui va s'occuper des douanes et du chargement. Et je vais rajouter cette fois-ci un petit i pour Insurance, où là justement, à nouveau, mon vendeur va prendre en charge l'assurance de mon transport principal. Et nous terminons par le dernier groupe, le groupe D, où cette fois-ci ce sont des Incoterms qu'on dit d'arrivée, où ça va être le vendeur qui va prendre en charge la grande majeure partie de tous les frais et de toutes les responsabilités. Donc le premier c'est DAP, Delivered at Place, où on va choisir un endroit, ça ne sera pas forcément justement le local de l'acheteur, où en tant que vendeur, je vais tout payer, le transport principal, l'assurance, le déchargement, les douanes export, et je vais donc mettre à disposition, on va imaginer que ça sera justement disponible directement au port de Jarry, pour que justement mon acheteur puisse lui-même venir avec son propre transporteur pour le livrer chez lui. J'en ai un avant-dernier qui est donc Delivered at Place Unloaded, où cette fois-ci je vais avoir l'acheminement à un certain point. On pourrait très bien imaginer qu'on a convenu d'un lieu autre que le lieu de l'acheteur, et donc je paye l'assurance et le transport jusqu'à cet endroit-là. On pourrait imaginer peut-être la place de Basse-Terre. Et je vais avoir le dernier qui est le plus complet, où je vais réellement tout prendre en charge jusque dans les entrepôts de mon acheteur. Et donc là, ça sera à mon acheteur de se débrouiller pour le déchargement du camion. Mais dans tous les cas, voilà, ça va être le dernier le plus complet des Incoterms, le préféré des acheteurs, bien entendu. Nous avons ici tout simplement l'ensemble des 11 Incoterms que je viens donc de vous expliquer, avec la répartition des frais et des responsabilités payées par le vendeur et l'acheteur. C'est ce que vous allez trouver dans le PDF qui est lié au cours. Également, je vous signale à la page 308 que vous avez quelques explications donc, dans votre manuel de ces différents Incoterms. Par contre, attention, il s'agit des Incoterms de 2010, donc il y a quelques différences, comme justement l'Incoterms numéro 9, qui était à la base DAT, Delivered at Terminal, qui est maintenant DPU. Donc attention simplement à cette petite différence. Et notre cours s'achève là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien entendu à me les faire parvenir.